he's two-faced. President Bush's decision to go forward with strong environmental legislation. Geography has made us neighbors. History has made us friends. Salut, ici Valérie Baudouin. Cette semaine, on va parler de politique et de politique qui peut nous affecter directement ici au Québec. Je dirais qu'une à deux fois par semaine, depuis mes débuts comme analyste il y a 8 ans, on me dit la chose suivante. On s'en fout de ce qui se passe aux États-Unis, parlez-nous de ce qui se passe ici au Canada. Eh bien, je réponds à ceci, ce qui se passe chez nos voisins a un impact directement sur ce qui se passe chez nous. Nous sommes le petit frère des Américains, dans le fond, qu'on aime bien, le petit frère qu'on aime, mais qu'on priorise pas toujours. Nous sommes aussi à côté d'un éléphant qui dort, comme avait dit Pierre-Éliott Trudeau. Je vais utiliser un dernier cliché. Quand les États-Unis éternuent, le Canada attrape la grippe. Je pense que vous voyez où je m'en vais. Aujourd'hui, pour parler des relations canado-américaines, aussi avec le Québec, je suis entourée de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un de mes collègues à la chaire Raoul-Dandurand, Frédéric Gagnon, bonjour. Allô, Valérie. Et là, je vais prendre un grand respire parce que ton titre, il est très long. Alors, avec ma petite voix grippée, j'espère me rendre à la fin. Non, mais je vais le dire une seule fois. Donc, après ça, je vais faire court pour la suite des choses. Alors, tu es titulaire de la chaire Raoul-Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et de l'Observatoire des conflits multidimensionnels, professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM si je voulais faire plus court, et co-directeur de l'ouvrage L'Amérique d'abord, le Canada ensuite. Pfiou, j'ai réussi. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, ton livre qui vient de paraître, c'est directement sur le sujet qu'on voulait aborder au balado, parce que c'est vrai, j'en reçois des messages comme ça, peut-être toi aussi. Ouais. Hey, pourquoi vous parlez tout le temps des États-Unis? Là, parlez du Canada. On ne sait pas notre spécialisation, le Canada. Je pense qu'à moins que tu me dis que tu as fait un doctorat aussi en études canadiennes, mais les relations canado-américaines, ça fait partie quand même de ce qui t'intéresse le particulièrement. Oui, absolument. Puis l'ouvrage dont tu as parlé, merci d'en avoir parlé d'ailleurs. C'est une bonne plug en début. Oui, c'est très bien, ça commence bien. C'est le produit d'un travail de recherche qu'on a fait, qu'on a commencé en 2014 à peu près, que j'ai commencé en 2014. J'étais en année sabbatique à l'UQAM. On est chanceux, les professeurs, parfois, on a une sabbatique là, aux 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça veut juste dire qu'on peut se concentrer sur nos recherches pendant un an. Et j'avais été à ce moment-là professeur invité à l'Université de New York à Plattsburgh. On sait qu'on est à 45 minutes de la frontière canado-américaine, upstate New York, la ville de Plattsburgh. C'était un endroit extrêmement intéressant où faire une sabbatique parce qu'en 2014, on était en élection de mi-mandat aux États-Unis et j'ai pris la voiture et je suis allé rencontrer des candidats aux élections à toutes sortes de sièges, des élections au Congrès des États-Unis, des élections à des postes de législateurs dans des législatures d'État, postes de gouverneurs d'État. Les gouverneurs sont l'équivalent de nos premiers ministres provinciaux aussi ici au Canada. Donc, il n'y avait pas d'élection présidentielle à ce moment-là, mais il y avait une foule d'autres élections. Et je suis parti on the campaign trail, comme on dit, pour rencontrer ces gens-là et leur demander ce qu'ils pensent de nous, Canadiens, Québécois. Puis ça, c'était avant Trump. Puis la réponse souvent qu'on me donnait, c'est on pense pas vraiment à vous. Vous n'êtes pas un problème. Ouf, sur l'orgueil, comme pays, il me semble que c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est généralement ce que dit la littérature et les écrits sur les relations canado-américaines. Les Américains pensent beaucoup moins à nous qu'on pense à eux. Et souvent, je leur parle de notre couverture médiatique des élections américaines. Puis je leur dis qu'il y a des segments, des carnets américains à peu près à toutes les émissions ici au Québec. Et nos amis américains n'en reviennent pas. Ils disent, mais pourquoi parlez-vous autant de nous? C'est que les élections aux États-Unis peuvent nous affecter considérablement, mais on va y revenir tantôt. Mais j'en reviens à 2014. C'était avant Trump. Les gens me disaient, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un chercheur canadien, je m'intéresse à ce que vous pensez de nous. Mais on ne pense pas vraiment à vous. Vous n'êtes pas un enjeu, vous êtes des amis. C'est une relation à sens unique quand tu dis ça. C'est comme si un gars tripe sur une fille, mais elle ne sait pas vraiment c'est qui, mais lui, il l'a dans son cœur puis il est en amour depuis des années avec elle. J'adore l'analogie, c'était à peu près ça. Sauf que Trump est arrivé dans le décor, puis les choses ont vraiment changé par la suite. C'est ce qu'on explique dans le livre. Le titre du livre, c'est « L'Amérique d'abord, le Canada ensuite ». Pourquoi? L'Amérique d'abord, on sait ce que c'est le fameux slogan de campagne de Trump quand il entre en scène en 2015-2016. Et ce qu'on explique là-dedans, c'est qu'il y a eu un tournant avec Trump. Parce que Trump, on s'en souvient, durant sa première présidence, a parlé en mal du Canada, nous a pointé sur toutes sortes de questions. L'ALENA était le pire accord de commerce à ses yeux. Il nous a imposé des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Et ce qu'on a réalisé sur le terrain par la suite, parce qu'on est retourné là avec une équipe de chercheurs qui a contribué à ce livre-là, Christophe Cloutier-Roy notamment et d'autres,
quand on est retourné après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, là, ce qu'on nous disait sur le terrain, c'était très, très différent de ce qu'on entendait en 2014 avant C'est Trump. quoi, l'opinion canadienne avait changé? Est-ce que les gens Oui. connaissaient plus le Canada, avaient quelque chose à dire? Tout ça, en fait, on avait l'impression que les acteurs locaux qu'on avait rencontrés en 2014, après Trump, oui, s'intéressaient pas mal plus à nous et c'était pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous parce que généralement, quand on parlait du Canada, quand on parlait du Québec, c'était pour critiquer, en fait. C'était pour nous critiquer sur toutes sortes de questions et au fond, ce qu'on explique dans le livre, c'est que le tournant Trump, c'est que Trump, évidemment, avait le mégaphone présidentiel comme candidat avait un gros mégaphone présidentiel comme candidat à l'élection en 2016, puis comme président de 2017 à 2021. Puis le fait de l'entendre parler du Canada plus fréquemment et de façon négative a incité beaucoup d'acteurs qu'on a rencontrés sur le terrain dans une dizaine d'États voisins du Canada à nous regarder d'un mauvais œil parfois, à dire, on vous aime encore, mais... Il y a ci, il y a ça qui nous énerve. Et même Biden, on va faire une thérapie collective de Canadiens et de Québécois parce qu'il avait dit la chose suivante pendant son mandat, nos meilleurs amis, ce sont les Australiens. Oui. Et là, je me suis sentie profondément blessée en disant, mais c'est pas nous, votre meilleur ami. Alors, tu sais, on a ce sentiment-là qu'il y a eu après aussi Trump, pour d'autres raisons et dans un autre contexte. Mais avant d'aller plus loin, je veux faire entendre aux gens qui nous écoutent, et toi aussi, tu connais déjà la citation, mais John F. Kennedy. John F. Kennedy, qui est en visite à la Chambre des communes en 1961. On va voir ce qu'il dit sur le Canada, puis si c'est encore vrai aujourd'hui. Geography has made us neighbors. History has made us friends. Economics has made us partners. And necessity has made us allies. Alors, ce qu'il dit, John F. Kennedy, finalement, si je traduis, c'est la géographie a fait de nous des voisins, l'histoire a fait de nous des amis, l'économie a fait de nous des partenaires et la nécessité a fait de nous des alliés. Est-ce que c'est encore vrai tout ça? C'est encore vrai, mais je dirais qu'il faut amender ça un petit peu. Il y a plus de scepticisme maintenant aux États-Unis à l'égard des bénéfices de cette relation avec le Canada et avec le Québec, et notamment sur le plan économique et commercial. Ce qu'on a vu dans le Midwest américain, notamment, dans 3 États où on a fait pas mal de terrain, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, Les qui sont États d'ailleurs clés là, dans les élections. Oui. l'épicentre des élections américaines de 2016-2020, et ça va être encore probablement là que ça va jouer le 5 novembre prochain. C'est pas une prédiction, mais presque. On a fait du terrain là parce qu'on avait l'impression que les deux partis avaient pas mal intérêt, depuis la victoire de Trump en 2016, à plaire à des électorats en particulier dans ces États-là. Et ces électorats-là sont souvent des électeurs de la classe ouvrière, de la classe moyenne, des travailleurs syndiqués qui sont extrêmement fâchés contre la mondialisation économique, les accords de commerce et qui, comme Trump, sont aujourd'hui convaincus que cette mondialisation économique, ces accords de commerce, en fait, ont été très, très néfastes pour les familles américaines, les emplois, tout ça. Pour dire en bon français, ça vole des jobs. Ça vole des jobs. Eh oui, exactement. Et bon, Trump arrive avec cette idée-là en 2016 et au fond, Biden ne rompt pas totalement avec cette idée-là non plus. C'est un petit gars de Scranton, en Pennsylvanie. Pendant toute sa carrière au Sénat, comme vice-président, il a eu à l'esprit, il a eu à cœur les intérêts de ces mêmes travailleurs que Trump a courtisés en 2016. Donc lui, en 2020, il fait campagne aussi sur ces thèmes-là. Plus récemment, là, avant qu'il quitte la course présidentielle, on l'avait vu sur les lignes de piquetage au Michigan, auprès des travailleurs du secteur de l'automobile, en disant « On vous oublie pas, on va créer de bons emplois chez nous dans le secteur de l'auto au Michigan, dans le secteur de l'acier en Pennsylvanie avec nos projets de relance. » Et c'était la première fois qu'un président le faisait, ce geste-là d'aller sur une ligne de piquetage. Pas juste de parler à des gens qui sont en grève, là, de vraiment d'être là avec les travailleurs. Ça, c'était quelque chose. Oui, tout à fait, parce qu'habituellement, le président des États-Unis, quand il y a des querelle entre des travailleurs syndiqués et des patrons, le patronat, le président reste un petit peu plus au-dessus de la mêlée en espérant que les choses se règlent. Mais là, Biden va directement sur les lignes de piquetage au Michigan, un des fameux États dont on parle et où on a fait du terrain. Et pourquoi il fait ça? C'est que ce discours de Trump qui dit on doit créer de bons emplois, des bonnes jobs chez nous avant tout, même si ça nuit à nos amis canadiens, Biden est un peu pris avec ça, les démocrates sont un peu pris avec ça. Et ce qu'on explique dans le livre, c'est que
pour cette raison-là, sur le plan économique et commercial, on ne peut plus autant tenir notre relation avec notre voisin américain pour acquise que ce que John F. Kennedy disait finalement dans la citation. Là. Et je pense qu'on romantise un peu aussi là, la relation, exemple, entre Barack Obama mon Dieu, Barack Obama et Justin Trudeau, je vais finir par le dire, mon rhume monte à mon cerveau, mais entre les deux, il y avait cette bromance, donc cette relation, cette cordialité, cette familiarité, le fait qu'on semblait que les deux avaient les mêmes valeurs, leurs femmes avaient l'air de bien s'entendre, tu sais, tout ça était très, très beau. Alors, on a cette idée, je pense, au Québec et au Canada, puis je pense qu'il faut le redire, que quand c'est un démocrate qui est là, c'est que tout est rose. Tout va bien se passer, puis là, le Canada va redevenir une priorité pour les Américains. On l'a vu avec Joe Biden, c'est pas le cas. Et est-ce que tu peux rappeler aussi que les démocrates, peut-être même dans les valeurs, oui, ça ressemble beaucoup à les valeurs canadiennes, mais au niveau du protectionnisme, au niveau de dire on pense à nous en premier aux États-Unis, ça, c'est clairement démocrate aussi, là. Oui, le protectionnisme était fort au sein du Parti démocrate avant que Trump entre en scène côté républicain en 2015-2016. OK? Le Parti démocrate avait une tendance plus protectionniste parce c'était le parti, et c'est encore le parti qui est historiquement proche des travailleurs syndiqués, notamment de la Rust Belt, du Midwest dont j'ai parlé tantôt. Ce qui change avec Trump, le tournant avec Trump, c'est que Trump s'empare de ce discours protectionniste et le place à partir de 2015-2016 au cœur de la plateforme républicaine. Le Parti républicain était davantage pour le libre-échange et la mondialisation économique avant. Donc ça, c'est un premier tournant. Et le deuxième changement avec Trump, c'est que c'est du protectionnisme et du nationalisme économique sur les boissons énergisantes, là, si je peux m'exprimer ainsi. Il prend ça, puis il va encore plus loin là-dedans que ce que les démocrates faisaient avant. Et les démocrates réagissent par la suite avec Biden, avec Kamala Harris aujourd'hui, on pourra en reparler, mais ils réagissent en se tassant encore plus du côté protectionniste et du côté du nationalisme économique parce qu'ils ont l'impression que Trump les a surpris avec ça en 2016. Ça lui a permis de gagner la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin. Hillary Clinton faisait campagne encore sur le libre-échange. Elle avait très peu fait campagne. Je pense qu'elle n'est même pas allée au Wisconsin durant la présidentielle de 2016. C'est très élite aussi. On associait ça à une élite démocrate, justement, qui regardait un peu les travailleurs de haut. Oui, t'es pro-travailleur, mais en même temps, t'as pas tant envie d'aller leur serrer la main. Moi, je le sentais un peu comme ça en 2016. Ah, t'as tellement raison. Puis ça, c'est en train de devenir aussi une ligne de fracture importante au sein de la société américaine. Le peuple contre les élites, je dis c'est en train de devenir, en fait, on est là-dedans depuis plusieurs années. Et Trump favorise le creusement, la saillance de cette ligne de fracture-là. Il le dit encore en vue de l'élection du 5 novembre. On va vous redonner de bons emplois. Tout ça, les républicains ont tendance à dire que Kamala Harris provient plutôt de l'élite californienne, alors que c'est pas vrai. Elle est née dans une famille modeste de Berkeley. Je pense que tu as visité le quartier où elle est née, si je ne m'abuse. On voit qu'elle a des origines modestes aussi. Mais tout est une affaire de perception, au fond. Et qu'on soit d'accord ou pas avec Trump, son génie, en quelque sorte, depuis 2016, c'est d'avoir insisté sur ces thèmes-là qui sont encore saillants dans les débats politiques et électoraux américains et qui nous rattrapent, au fond, parce que la majeure partie de nos exportations canadiennes et québécoises vont aux États-Unis. Donc, si on a un voisin cordial, comme le dit John F. Kennedy, dont on dépend énormément historiquement, de voir Trump et Biden et Harris faire preuve de plus de protectionnisme. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes recettes, là, ils n'ont pas les mêmes outils pour mettre en œuvre ce protectionnisme, mais de savoir qu'on est dans une ère où les deux parties veulent réduire nos exportations en sol américain pour favoriser l'emploi chez eux. Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on dépend beaucoup de ce pays-là sur un plan économique. Tu viens de dire justement qu'on est des partenaires commerciaux, que le Canada dépend des États-Unis, mais dans ton livre, alors, deuxième plug du balado. Non, mais sans blague, je trouve que votre introduction, ça démontre à quel point il y a des différences entre le Canada et les États-Unis, mais aussi des choses à prendre en considération. Tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est la première page de l'ouvrage, la population des États-Unis est 9 fois supérieure à celle du voisin du Nord. Le voisin du Nord, c'est qui? C'est nous. Le PIB, si on utilise
ça comme mesure, c'est 12 fois plus important. Donc, l'économie, comme ça, est 12 fois plus importante aux États-Unis qu'ici. Le budget militaire, ça me frappe toujours, 32 fois celui du Canada. Alors, tu sais, les gens qui disent « Oh mon Dieu, si un jour les États-Unis nous envahissent », je ne crois pas à cette théorie-là, mais ça va pas bien. Ça va pas bien pour nous. Et le Canada qui échange avec les États-Unis pour un montant annuel équivalent à plus de 75 % de son commerce international. Et quand on regarde à l'inverse du côté américain, c'est quoi, moins de 18 % des échanges? Alors, on a beaucoup plus à perdre, je pense, du côté canadien, même si les Américains ont besoin de nous pour plusieurs choses. Hein? Il y a quand même des côtés positifs où les Américains ont besoin de nous. Là. Je pense aux minéraux critiques. Absolument. Ou à plein d'autres, peut-être d'autres exemples aussi là-dessus. Là. Non, absolument. Tu as tout à fait raison. Là. La relation, elle va dans les deux sens. Là. Je suis pas en train de dire que les États-Unis ne dépendent pas du Canada non plus. Par contre. Beaucoup moins. Mais si on regarde, disons, les États américains, si on les prend individuellement, il y a beaucoup d'États qui ont comme premier partenaire commercial le Canada et où il y a plusieurs emplois, en fait, qui dépendent de cette relation commerciale et économique avec le Canada. Sauf que, si on regarde ce que Trump propose pour la suite des choses, hein, il propose de renouer avec des tarifs commerciaux de 10 à 20 % sur toutes les exportations à destination des États-Unis. Ça vaut aussi pour les exportations canadiennes en sol américain. Puis il y a des Américains qui ne sont pas contents de ce genre de politique-là parce qu'au fond, les tarifs, c'est quoi? C'est une taxe additionnelle qui fait en sorte que les biens que tu importes, les produits que tu importes vont coûter plus cher en sol américain aux consommateurs, mais aux gens qui sont en affaires aussi, qui ont besoin d'importer des choses pour produire. Est-ce qu'il y a le droit de faire ça, même avec, j'appelle l'ALENA 2.0, là, mais la renégociation de l'ALENA et tout ça, est-ce qu'il a le droit d'imposer des tarifs, par exemple, de 10 ou 20 % aux exportations canadiennes, en théorie? Bien, il l'avait fait durant son premier mandat sur l'acier et l'aluminium, 10 et 25 %. Et au fond, c'est une administration qui va chercher dans les lois américaines, qui va chercher dans les non-dits la façon d'imposer ces tarifs-là. Et ce qui s'était fait durant le premier mandat de Trump, c'est qu'il avait imposé ces tarifs-là sur l'acier et l'aluminium canadien au nom de la sécurité nationale, en disant qu'il y a des lois fédérales qui permettent ça. Au fond, sa justification, c'était de dire que la compétition internationale dans ces secteurs-là, elle affaiblissait la production américaine et que le pays n'était plus en mesure de produire l'acier et l'aluminium nécessaires pour développer les systèmes d'armement nécessaires pour assurer la sécurité nationale du pays. Donc, évidemment, on va jouer, on va étirer l'élastique, Et pour ce qui est de l'ASEUM, le problème, c'est qu'il y aura il y a un processus de révision qui est prévu, processus de révision de cet accord qui est prévu à l'été 2026. Et là, que va faire Trump s'il est réélu? Est-ce qu'il menace à nouveau de se retirer de l'ASEUM? Est-ce qu'il utilise cette menace pour obtenir des concessions de la part du Canada dans toutes sortes de secteurs qui peuvent avoir des effets considérables sur l'emploi de ce côté-ci de la frontière? Parmi les secteurs dont on parle souvent, il y a la gestion de l'offre, le système de gestion de l'offre dans le secteur agroalimentaire, où c'est un système qui protège notre industrie dans le secteur du lait notamment. Et Trump et les démocrates en passant. Les Biden et Harris détestent aussi ce système-là parce qu'ils disent que ça empêche les fermiers du Wisconsin, un État clé de l'élection, un autre État important, et Upstate New York aussi, d'exporter davantage de lait, de fromage au nord de la frontière canado-américaine. Donc, on va jouer du coude. Et évidemment, la game du Canada, ça va être de prévoir, de prévenir, de faire les représentations nécessaires avant même le processus de révision de l'ASEUM pour essayer de convaincre l'administration Trump ou des alliés en sol américain que trop de tarifs, ça nuit aussi à l'économie américaine. Et puis, faire le travail de diplomatie d'influence qu'il faut. Le Québec aussi en fait pour prévoir le pire, au fond. Et là, je vais nous... je ne sais pas si on a un petit syndrome post-traumatique, justement, collectif de Trump et Trudeau et leur relation post-G7, entre autres, lorsqu'on se souvient à Charlevoix. Là, il n'était pas très, très content de Justin Trudeau. Il n'y avait pas des mots très tendres à son égard. Il avait tweeté, parce que c'était pas X à l'époque, c'était Twitter encore, sa politique étrangère, ce qui fait à peu près tout le temps Donald Trump, ce qu'il faisait. Je parlais au passé. Mais je vais te faire entendre Justin Trudeau sur, justement, le dossier, entre autres, de l'acier. It is not something we relish doing, but it is something that we absolutely will do because Canadians were
polite, we're reasonable, but we also will not be pushed around. Alors là, c'est quand lui prenait des mesures aussi pour contrecarrer un peu le plan des Américains. Puis il dit, c'est pas quelque chose qu'on aime faire. Puis il dit, les Canadiens, on est polis, Exact. on est gentils, mais on n'aime pas être push around. On veut pas on se retrouve dans un coin, là, on va quand même vouloir se défendre. Alors ça fait partie d'un souvenir qu'on a. Puis juste avant qu'on en discute, Trump aussi sur justement l'entente canado-américaine ou avec le Mexique. This means a lot of jobs for our country, a lot of wealth for all three countries. And we're really competing against the world. Alors, il disait que finalement, c'est une bonne chose. Mais, tu sais, avant ça, il disait, je veux rien savoir. Mais après ça, quand lui a réussi à le négocier, il s'est un peu pété les bretelles en disant, mais vous voyez, on fait compétition contre la planète. Alors, c'est une bonne chose pour nos 3 pays d'avoir cette renégociation de l'ALENA qui a mené à un accord, comme tu l'as dit, qui va se renouveler. Alors, on a tout ça aussi, ces questions-là. Les gens se disent, est-ce que si c'est Trudeau et Trump, parce qu'on ne sait pas au niveau du gouvernement canadien ce qui va peut-être changer. On s'en va en élection aussi prochainement. Il y a beaucoup de suspense dans les mois à venir. Est-ce que le dossier, justement, là, on parlait de la renégociation, mais l'acier et l'aluminium, est-ce que ça pourrait revenir, ça aussi, en plus de la gestion de l'offre, tu penses, avec Trump? Oui, les tarifs sur l'acier et l'aluminium, ça pourrait revenir. En fait, c'est très difficile de savoir quel secteur de l'économie canadienne serait visé par Trump et ces nouveaux tarifs-là qu'il promet. En ce moment, ce qu'il dit, il dit que ce sera sur toutes les exportations. Après, ce sera peut-être pas ça la réalité. Il va peut-être viser des secteurs en particulier. Et ce qui est, en fait, le défi avec Trump, on le sait, là, ça c'est cliché de le dire, mais c'est l'imprévisibilité. Voilà. Un lundi, ça peut être tel secteur qui est visé. Une semaine plus tard, un autre secteur. Parce que Trudeau l'a bien dit, he likes to push you around. Il aime déstabiliser les compétiteurs internationaux, les alliés aussi qu'il considère parfois problématiques dans certains secteurs économiques. Il aime les déstabiliser pour obtenir des concessions de leur part dans certains... Sur des questions comme celle-là. Et au fond, ce que Trudeau avait dit, c'est nous, on ne bougera pas, on ne fléchira pas. Et le Canada avait imposé aussi des tarifs commerciaux sur les exportations américaines à destination du Canada. Pourquoi? Pour une réplique, pour pas se laisser rester faire. poli, mais pas trop, justement, parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, on ne veut pas, nous, être push around comme Trump aime le faire. Là. Exactement. Et pour finalement lancer le signal à des entreprises américaines que les politiques de Trump s'accompagnent de conséquences aussi qui peuvent être nuisibles pour des entrepreneurs américains. Bon, il y avait eu des tarifs, je pense, sur le bourbon du Kentucky. Peut-être que les exportations de bourbon, j'ai pas regardé les statistiques, mais peut-être que les exportations de bourbon à destination du Canada avaient diminué durant cette période-là. Quoique pendant la présidence Trump, il y a pas mal de gens qui avaient envie de boire un bourbon le vendredi soir pour oublier... Oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont une augmentation de la consommation de boissons alcoolisées, peut-être pendant certaines périodes d'insomnie, en tout cas, de sa présidence. Mais oui, alors tout ça, c'est un petit bourbon du Kentucky, c'est ça aide peut-être à bien dormir. C'est juste que le prix a changé avec le temps. Sauf que tantôt, tu portais à mon attention un point qui est super important. Tu as parlé de certains secteurs où on sent que les Américains ont besoin du Canada. Tu as parlé des minéraux critiques. Ça, je pense que c'est une carte dans le jeu du Canada et du Québec, en fait, peu importe le résultat de l'élection du 5 novembre. Pourquoi? Parce que Trump, au fond, on l'a entendu dans la citation, quand il dit « on va faire concurrence au reste du monde grâce à cet accord de commerce avec le Canada et les États-Unis ». Trump, ce qui est en tête, là, c'est la Chine. Et Biden, ce qui est en tête, c'est la Chine aussi. Les démocrates et républicains ne s'entendent pas sur grand-chose, mais ils sont assez d'accord pour dire que les États-Unis ont perdu des plumes par rapport à la Chine dans le commerce international, sur le plan économique dans le monde, dans l'économie mondiale. Et les deux parties essaient de trouver des moyens, chacun à leur façon, de ralentir la Chine. Donc, Trump a lancé une guerre commerciale contre la Chine. Il a imposé des tarifs à la Chine aussi pour lui nuire sur le plan économique. Mais il voyait aussi l'ensemble nord-américain, même s'il ne le disait pas en ces termes-là, l'ensemble nord-américain... disons, d'un bon œil si cet ensemble-là peut permettre d'offrir encore un plus grand contrepoids à l'économie chinoise à l'avenir que ce que les États-Unis pourraient faire seuls. Et là, il y a des secteurs, les minéraux critiques, c'est très important pour la révolution, la transition énergétique que Biden promet en ce moment, mais c'est aussi important pour le développement des systèmes d'armement américains. Et ça, dans un contexte de rivalité entre les grandes puissances, avec la Chine notamment, avec la Russie, on voit ce qui se passe, d'avoir accès à ces minéraux critiques essentiels pour
la sécurité nationale américaine, je pense que tu peux très bien convaincre Trump que c'est une bonne affaire de faire affaire justement avec le Canada dans ces secteurs-là, si c'est essentiel à la sécurité nationale américaine. Et l'autre buzzword dont on a beaucoup parlé depuis la pandémie de COVID-19, ce sont les semi-conducteurs. Parce que, les semi-conducteurs, on les retrouve dans tous nos appareils électroniques, le iPhone que j'ai devant moi, l'ordinateur que tu as devant toi, mais ils sont aussi essentiels au développement de la puissance militaire américaine. On les retrouve aussi dans les systèmes d'armement hyper sophistiqués, notamment pour ce qui est des semi-conducteurs de haute qualité. Ils sont essentiels à la sécurité nationale américaine. Et Biden et Trudeau ont annoncé lors de la présidence de Biden un renforcement de la collaboration canado-américaine dans le secteur des semi-conducteurs avec des investissements à l'usine d'IBM à Bromont et tout ça. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le protectionnisme est là pour rester, mais en même temps, la superpuissance américaine craint la montée de la Chine et le Canada et le Québec peuvent contourner le protectionnisme en disant « Hey, on peut vous aider à garantir votre sécurité économique dans des secteurs jugés critiques et on peut vous aider à faire contrepoids à la puissance chinoise à l'avenir. » Et ça c'est un argument, je pense, qui est porteur, là, peu importe si Trump ou Harris gagnent le 5 novembre. Mais justement, avant de parler de Trump ou Harris, parce que ça, c'est la question qui revient, qu'est-ce que ça change un ou l'autre? On va prendre une petite pause et au retour, je veux aussi que tu me parles de ta rencontre avec Joe Biden. Hein? Oui. OK. Donc, je disais il y a un instant que tu as rencontré Joe Biden. Oui. Alors, c'est ce qu'on dit en bon français, un petit tease. Parce que c'est quand même le président actuel des États-Unis, même si je t'avoue qu'il y a des journées où j'oublie parce qu'on est tellement dans la campagne électorale que j'oublie que Joe Biden est président. Mais parle-moi de ta rencontre parce que c'est dans le cadre de tes recherches, justement, un peu partout aux États-Unis. Tu as eu la chance de rencontrer Joe Biden qui n'était pas encore président, il faut le préciser. Non, c'est ça. Dans le fond, pour le projet, on a fait du terrain à chaque élection américaine de 2014 à aujourd'hui. Tu en fais aussi du terrain. On sait que c'est fascinant. Puis on a vraiment accès aux gens. C'est ça qui est... Moi, c'est ça qui m'étonne tout le temps. Évidemment, ça évolue un petit peu en raison des... Bon, il y a eu des tentatives d'assassinat de Trump cette fois-ci. Donc, je pense qu'on aura peut-être moins facilement accès aux candidats à l'avenir. Mais en tout cas, dans le cadre de nos recherches, à un moment donné, on a la chance de tomber sur des gens et de les rencontrer, de leur parler un petit peu. Et en 2020, juste avant la pandémie, donc on n'a pas fait beaucoup de terrain en 2020 parce que la pandémie nous a frappé au mois de mars, on s'en souvient. Mais au début de l'année 2020, on était allé au New Hampshire lors des primaires démocrates en vue de la présidentielle de 2020. Puis on a vu tous les candidats, on ne leur a pas tous parlé. Mais à un moment donné, je vais à un rassemblement de Joe Biden, puis il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce qu'évidemment, il n'était pas favori du tout. Là. Moi, j'étais là à la soirée électorale, puis la journée, je fais une petite parenthèse avant que tu poursuives avec ton anecdote. J'étais là pour la soirée, justement, des primaires. J'étais allée visiter tous les bureaux d'organisation, Amy Klobuchar, Pete Buttigieg et tout ça. Puis le bureau de Biden, le matin de la journée de l'élection, c'était vidé. Il avait même passé le balai parce qu'il disait on ne gagnera pas le New Hampshire. De toute façon, nous, on s'en va déjà à la prochaine étape. Alors, c'est pour ça peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de gens parce qu'au New Hampshire, Bernie Sanders était vraiment, vraiment favori. Je me souviens, Pete Buttigieg était pas loin derrière aussi. Non, c'était un désastre. Biden, ça ne marchait pas en tout. Il y avait eu l'Iowa avant New Hampshire. Il a été 4e et 5e, je me souviens pas. Oui, à peu près, là. Dans quel état exactement, mais 4e et 5e. Donc, vraiment pas là. Et à un moment donné, moi, je vois que Biden donne un discours, donc je dis, je vais y aller, tu sais. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il y a peu de gens qui pensaient qu'il allait gagner. Donc, peut-être 300 personnes dans la salle. Il donne son discours d'une vingtaine de minutes. Et la force de Biden, si on regarde sa carrière politique, une des forces de Biden, c'est de faire ce qu'on appelle du retail politics. La politique de la poignée de main. C'est-à-dire... C'est pas un grand orateur, surtout qui était un petit peu... Bon, on a vu le 27 juin dernier au débat contre Trump que c'était un peu fastidieux. Mais 4 ans avant, 2020, ça allait quand même bien, mais c'était plus l'orateur qu'on a connu dans le passé. Mais sa force, c'est de donner la main à tout le monde après. Donc, il donne son discours de 20 minutes. Ensuite, il descend au ras des pâquerettes. Puis là, il serre la main de chacune des personnes dans la salle, là, littéralement. Là. Il y avait peut-être 300 personnes. Et à un moment donné, il vient vers moi. Puis là, je dis, bon, Colin, j'ai l'occasion de lui parler. Et là, je me suis payé un trip, Valérie, parce que j'ai laissé le projet de recherche de côté. Parce que, pour l'anecdote, dans ma thèse de doctorat, j'avais étudié le rôle de Joe Biden à la commission du Sénat sur les relations extérieures. Ça, c'était avant qu'il devienne vice-président.
Il est devenu vice-président par la suite, mais en tout cas, j'ai étudié 4 sénateurs, dont lui, dans ma thèse de doctorat. Donc, j'ai pas mal étudié ce qu'il a fait et tout ça. Et là, je lâche le projet de recherche, puis je dis, « Monsieur Biden, c'est un plaisir de vous rencontrer. » Là, il me serre la main. Et je lui dis, par contre, je ne suis pas très utile donc aujourd'hui, parce que je ne vote pas, je suis un chercheur canadien, tout ça. Si vous voulez passer à la prochaine personne, il n'y a pas de problème, je vais comprendre. Et il dit, non, raconte-moi ton histoire. Donc, je lui dis, je fais un projet de recherche sur les relations canado-américaines. C'est vraiment intéressant. Mais j'ai dit là, j'en profite pour mentionner que dans ma thèse de doc, j'ai étudié votre rôle à la Commission du Sénat sur les relations extérieures. Puis là, il dit, j'en reviens pas. Je pensais jamais que des chercheurs au Canada pouvaient s'intéresser à ça. Puis là, il dit à son directeur de campagne de venir à ma rencontre pour prendre mon adresse courriel. Et il dit, envoie ta thèse de doctorat à, je pense que c'était Joe, c'était pas Joe, mais c'était, en tout cas, je me rappelle pas du nom du gars, mais envoie ta thèse à mon directeur de campagne, puis je vais y jeter un coup d'œil, je vais la lire. Je dis, M. Biden est en français. Il dit, mais je comprends le français, puis je vais la lire. Là, ce que je dis tout le temps quand je raconte l'anecdote, c'est qu'à ce moment-là, il pensait qu'il allait avoir le temps de la lire, mais finalement, il est devenu président des États-Unis, puis d'après moi, la thèse de doctorat... Ah oui? Tu penses que c'était pas dans ses priorités? Peut-être avec les documents secrets classifiés qu'il y avait dans son garage quelque part. Pour la petite histoire, je pense pas qu'il va la lire. Je pense qu'il a été gentil avec moi, mais ça a été intéressant. Et je raconte l'anecdote parce que moi, j'encourage les étudiants, les gens, les chercheurs. J'adore le travail que tu fais, notamment parce que tu vas sur le terrain à la rencontre des gens. Puis c'est ce qu'on a voulu faire pour ce livre-là. Et tu sais, il y a des données de sondage, on lit... C'est pas pareil comme avoir une conversation avec quelqu'un. Exactement. Ça nous donne la perspective. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses. Non, mais tout à fait, parce que les gens ont une idée aussi. J'ai l'impression qu'ils ont une idée de c'est qui le Trumpiste, là, ou le candidat qui va voter, pas le candidat, mais l'électeur qui va voter pour Trump, l'électeur démocrate. Puis quand tu leur parles, finalement, ils ont plein d'arguments différents. Ouais. Il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui sont complètement à l'opposé, mais tu prends vraiment le pouls. Oui, c'est sûr que tu n'as pas une vue d'ensemble des États-Unis, parce que 50 États, c'est comme 50 pays, puis à l'intérieur de chaque État, ça j'aime toujours le rappeler, il y a tellement de réalités différentes. Là. C'est pas un État où, tu vas en Georgie, à Atlanta, c'est une réalité, tu sors du côté métropolitain, c'est complètement autre chose. Donc, c'est un plus. Puis même les gens qui nous écoutent, qui sont pas chercheurs, qui sont pas étudiants, j'en vois de plus en plus des curieux, des Québécois qui s'intéressent à ça puis qui disent « Hey, moi, je vais aller au New Hampshire, c'est pas loin quand il y a une primaire ou quand il y a le passage de Bernie Sanders. » J'ai des amis qui sont allés l'entendre à quelques reprises au Vermont. C'est des trucs qui intéressent les gens. Puis je les invite à avoir des conversations avec ces personnes-là. Il faut juste pas avoir en tête nos préjugés. Je pense que c'est vraiment ça la clé si on va avoir des bonnes discussions avec les électeurs américains. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est une des raisons pour lesquelles, pour ce projet-là, là, on a vraiment... On s'est dit qu'on allait rencontrer les démocrates, les républicains. On a rencontré même des gens qui croyaient aux théories du complot sur la fraude électorale majeure de 2020, mais sans préjugés. Après, j'ai mon idée là-dessus, mais c'est pas mon rôle comme chercheur d'aller là et de commencer... Et de les convaincre. Exactement. De toute façon, c'est un pari impossible à gagner. D'accord. Mais c'est intéressant de juste voir quel est le récit, quelle est la logique, comment... Et de voir à quel point, souvent, ils sont convaincus de ce qu'ils disent, même si, évidemment, les faits, ça résiste pas à l'épreuve des faits. Mais c'est important de comprendre ces phénomènes-là, parce que de ce côté-ci de la frontière, évidemment, il y a encore des gens qui sont très, très étonnés de constater que Trump a, en ce moment, encore 48 % d'appui dans le pays, à peu près, en vue de l'élection du 5 novembre, malgré tout ce qui s'est passé. Mais la société américaine n'est pas la société québécoise, n'est pas la société canadienne. Il y a des phénomènes aux États-Unis qui sont pratiquement inexistants ici. Et c'est intéressant d'aller sur le terrain pour en prendre conscience, pour le réaliser. Je suis allé à un rassemblement de Trump aussi à Manchester, au New Hampshire, durant les primaires républicaines de 2024. Je ne sais pas si tu étais allé à un rassemblement de Trump. Pas encore. Je suis allée à l'extérieur d'un rassemblement, moi, pendant... C'était pas en 2024, je pense que c'était en 2000... Je sais même plus en quelle année. Je pense que c'est dans les élections de mi-mandat qui étaient allés au New Hampshire, mais j'avais parlé aux gens, les pro-Trump autour, qui étaient contents, moi, de me parler. Oui. Ils étaient contents, puis ils disaient « Je vais t'expliquer pourquoi. »
Tu sais, il y avait un côté qui voulait un peu me donner une leçon, mais à la limite, j'ai trouvé ça parfait parce que j'y allais comme journaliste à cette époque-là, puis j'avais peur qu'on me dise « Oh mon Dieu, fake news » ou avoir le traitement un peu à la CNN. Mais ce que je voyais, c'est des gens au contraire qui disaient « Ah, des journalistes canadiens, mais parfait. Moi, je vais leur expliquer pourquoi. » Puis il y avait des raisons très logiques, il y avait des raisons plus émotives, il y en avait toutes sortes d'électeurs. Il y en avait qui avaient bon, c'est en 2016 parce que c'est des trucs extrêmement grossiers sur Hillary Clinton, là, ça me revient à la mémoire, mais j'ai trouvé ça intéressant de me rendre dans un rassemblement comme ça. J'ai pas pu rentrer à l'intérieur parce que c'était au niveau de la sécurité, j'avais pas été capable de me rendre sur place comme média, mais de parler aux gens, savoir pourquoi ils font la file pendant 4-5 heures pour aller voir Donald Trump. Exact. Et quand on a rencontré des partisans de Trump, ça aussi, ça m'a frappé et ça démontre que aux États-Unis, on porte peut-être plus attention qu'avant, quoique je n'ai pas quantifié ça, mais on regarde quand même ce qui se passe au nord de la frontière canado-américaine. Beaucoup de partisans de Trump m'ont parlé évidemment du convoi de la liberté à Ottawa et ont été inspirés par ce combat-là mené par les camionneurs canadiens, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui s'est passé à Ottawa à ce moment-là. Moi, ça m'a frappé de constater qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu conscience aux États-Unis de ce qui se passait chez nous à ce moment-là, parce qu'ils voyaient ce qui se passait à travers un réseau de télé comme Fox News. C'est ça que j'allais dire. Non, Tucker Carlson et autres Tucker de Carlson ce monde. qui parle régulièrement du Canada. Et de dire que Trudeau est un dictateur. Exactement. Et bon, là, évidemment, tout ça contribue à une désinformation, des exagérations pas possibles sur notre politique, mais ça aussi, ça peut avoir des effets sur la relation canado-américaine parce que, si Trudeau reste au pouvoir pendant quelques mois et que Trump est réélu, Trump aura affaire à M. Trudeau et les partisans de Trump l'inciteront peut-être à malmener Trudeau parce qu'ils le voient d'une certaine façon, parce qu'ils sont mécontents de la manière dont Trudeau a traité l'affaire du convoi de la liberté. Donc, en tout cas, mais c'est ça. Tout ça pour dire que c'est fort intéressant d'y aller. Puis j'en viens à la citation de John F. Kennedy que tu as portée à notre attention. Il parlait de géographie. Hey, on est chanceuse, Valérie, là. On est à 45 minutes de ce pays-là. Un des pays les plus importants du monde, sinon le plus important du monde, puis on peut prendre un train ou la voiture ou même le vélo presque pour aller voir ce qui se passe. Le train, là, t'es très courageux. Non. Non, je le prends N'écoutez pas Frédéric Gagnon, s'il vous plaît. et tu vois, moi, quand tu me dis on était à 45 minutes des États-Unis, c'est terrible parce que je devrais dire ah oui pour aller parler aux électeurs, mais la première chose qui me vient en tête, c'est le Target. Mais ça, c'est un autre dossier. C'est plus mon côté... le Target. Le Target, je m'ennuie bien de ne pas voir ça. Je ferme la petite parenthèse personnelle de mes désirs de magasinage en sol américain. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'assez intéressant, le fait qu'on aura peut-être un gouvernement soit conservateur ou la continuité avec un autre gouvernement Trudeau, un autre gouvernement libéral ici. Justin Trudeau, je ne sais pas s'il a mis les pieds dans les plats, qu'est-ce qu'il a fait. Bon, c'est pas à nous nécessairement de peut-être d'interpréter ça, mais il s'est mouillé en disant que ça serait plus compliqué, ou je ne sais pas exactement c'était quoi sa citation exacte, mais en disant que ça faisait pas finalement son affaire si Donald Trump était au pouvoir et s'est mêlé de l'élection et tout ça. Qu'est-ce que tu vois comme scénario dans ta tête, là, si c'est Trump ou Harris et Poilievre ou si c'est Trudeau? Est-ce qu'il y a un scénario, dans les petits morceaux de casse-tête où c'est plus facile ou dans les deux cas, ça risque pas d'être un fleuve tranquille? Oui, bien évidemment, ce gouvernement de Justin Trudeau estime que c'est plus simple avec les démocrates, malgré tout ce que j'ai dit, le protectionnisme et tout ça, cette volonté de protéger les emplois américains avant tout. M. Trudeau et ce gouvernement ont certainement l'impression que c'est plus simple avec les démocrates. Pourquoi? Bien parce que c'est plus prévisible, premièrement. C'est cliché de le dire, mais avec Biden, il y a des désaccords, mais les conversations se font à travers les canaux diplomatiques traditionnels plutôt que par invective personnelle. C'est plus prévisible. Oui, et plutôt que par invective personnelle sur les médias sociaux. Tu sais, tu as parlé tout à l'heure de la rencontre du G7 entre Trump et Trudeau. Trump qui quitte avant la fin des discussions. Puis là, il y a une guerre de tweets entre les deux sur les pratiques déloyales du Canada, les tarifs. Et là, Trudeau donne une conférence de presse où il se dit insulté par ce qui se passe. Donc, c'est pas de tout repos de gérer une relation avec ton principal partenaire et que c'est toujours explosif comme ça. Et là, on voit Trump, là, le Trump 2.0 est encore peut-être plus...
plus convaincu qu'il l'était durant sa première, sa première présidence. Donc, ça risque d'être des attaques personnelles, des invectives, des soubresauts, des choses imprévisibles. Il risque d'y en avoir encore plus durant le deuxième mandat de Trump s'il est réélu. On va entendre d'ailleurs Donald Trump parler de Justin Trudeau dans toute cette période assez houleuse après le G7 et tout ça. Well, he's two-faced. And honestly, with Trudeau, he's a nice guy. I find him to be a very nice guy. But, you know, the truth is that I called him out on the fact that he's not paying 2%. And I guess he's not very happy. Bon, là, on était dans un autre contexte, mais moi, c'est le genre de commentaire. C'est comme je te disais, t'es un visage à deux faces, mais t'es aussi très gentil. Hein? Ouais. T'es très sympathique. Alors, je sais pas si... Je veux pas utiliser l'expression, bon, ben, je suis dans un balado, je peux le faire, mais tu sais, on appelle ça, pardonnez-moi, à mes patrons, un complimarde. Alors, parce que tu fais un compliment, mais en même temps, tu dis que tu as un visage à deux faces, puis il veut pas payer le 2 puis ça, je pense que c'est en lien avec l'OTAN, là, si je me trompe c'est pas. ça, les là, dépenses justement. militaires du Canada. Exactement. Alors, il trouvait toujours la petite façon de piquer aussi Justin Trudeau, tu sais. T'es un dirigeant de n'importe quel pays, tu te fais dire par Donald Trump, t'es un visage à deux faces, même si tu mets ça avec un beau petit ruban, avec un compliment après. Disons que les discussions après, t'es dans la même salle, ça va pas très bien. Puis est-ce que tu te souviens, je pense à ça, de l'épisode où Justin Trudeau semblait se moquer de Donald Trump avec d'autres, je pense que c'est d'autres personnes du G7, là, justement. Il était avec des dirigeants français. Je pense que c'est Macron qui était là à l'époque, Angela Merkel aussi, et tout ça. Et là, ils sont en train de rire. Puis là, il y a des gens qui avaient capté ça avec les caméras. Ça aussi dans l'orgueil de Trump. Alors, il y a une question, j'essaie d'imaginer là, le scénario où il serre la main, puis il faut qu'il ait l'air de s'aimer les deux, puis ça va être très, très difficile. Mais c'est ça une des grandes différences, tu l'as bien dit, là, on entendait les propos de Trump, c'est que Trump fait beaucoup moins la distinction, ou à peu près pas la distinction, entre les rivaux des États-Unis à travers le monde, notamment sur un plan commercial, et les alliés des États-Unis à travers le monde. Un allié n'est pas nécessairement un allié pour toujours, et on n'est pas obligé de réserver un traitement de faveur, surtout à nos meilleurs amis, à nos alliés, incluant le Canada. Et donc, ça, c'est évident sur le plan commercial. Alors que Biden, il a essayé de reconstruire les alliances, tout ça. Puis, c'est vrai qu'il y a du protectionnisme, mais en même temps, c'est ça. Il y a des discussions, il y a des échanges diplomatiques. On n'essaie pas on ne tire pas dans le dos de la personne en public ou sur les médias sociaux. C'est vrai qu'il y a des querelles encore, mais ça se fait de façon un petit peu plus... Ça se fait poliment. Poliment. Oui, mais justement, il y a des gens plus cyniques qui disent que Biden, c'est un Trump un peu plus poli dans ses politiques commerciales, protectionnistes et tout ça à l'égard du Canada notamment. Mais c'est ça. Donc, Trump fait moins la distinction entre les rivaux et les alliés. Et c'est évidemment un président qui est beaucoup plus difficile à gérer. Et si Poilievre est élu, moi, je pense pas que ce sera plus simple nécessairement parce que le titre du livre le dit. Avec Trump, c'est l'Amérique d'abord. Et si la relation avec Poilievre et le Canada fait l'affaire de Trump, tant mieux pour Poilievre. Mais s'il y a des irritants, Trump se gênera certainement pas pour ménager cette relation-là parce qu'il a l'impression que Poilievre est peut-être un petit peu plus d'accord sur lui, sur des questions comme l'immigration, l'avortement ou des choses comme ça. Dernière, peut-être, petite question, dernier petit point. Je me fais souvent poser la question, est-ce que Kamala Harris va avoir le Québec dans son cœur et Montréal parce qu'elle a passé quelques années à l'école secondaire ici, parce elle connaît Justin Trudeau, ils se sont déjà croisés, tout ça. Est-ce que tu penses que c'est, là je mets de côté le protectionnisme, mais au niveau relationnel, est-ce qu'on va avoir une continuité avec ce qu'on voit avec Joe Biden? Est-ce que ça va être plus facile? Si on a une petite boule de cristal, je sais qu'on n'en a pas une, mais comment tu imagines la relation avec le Canada en général, puis avec le Québec aussi, parce qu'on sait qu'on a quand même peut-être une proximité avec les démocrates. Bien, pour ce qui est de elle a passé quelques années ici à Montréal. Je pense que, bien évidemment, elle s'en rappelle. Je pense que c'est le genre de choses qu'on peut aborder lors d'un... C'est une bonne entrée à la matière, Oui, hein? exactement. Et bon, ça peut être très utile dans le déploiement de la diplomatie canadienne que de rappeler ça, de mentionner ça, qu'il y a une amitié de longue date entre Kamala Harris et le Canada. Mais ça ne fera pas de Kamala Harris une présidente qui
en donnera nécessairement plus au Canada parce qu'elle a vécu ici quelques années. D'ailleurs, si on regarde ce qu'elle propose sur le plan, bon, j'en reviens encore à l'économie, mais ce qu'elle propose sur le plan économique, c'est vraiment de ramener, encore une fois, de bons emplois en sol américain avant tout. Elle a été une des rares sénatrices à voter contre l'ASEUM lorsque Trump l'a proposé au Congrès des États-Unis. Et elle disait, cet accord-là, on ne fait pas assez pour protéger l'environnement, les droits des travailleurs et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait si elle est présidente lors de la révision de l'ASEUM? Est-ce qu'elle demande, elle aussi, comme Trump le fera sans doute, des concessions de la part du Canada dans certains secteurs? Et je pense que c'est le genre de choses qui peut arriver. Et elle ne fera pas nécessairement de cadeaux au Canada et au Québec parce qu'elle a vécu ici pendant 2 ans. Et je pense que c'est dû au fait que, sur le plan électoral, on est un peu pris avec ça depuis 2016. Je pense que ça va se poursuivre. Les 3 États ou 3 des États les plus déterminants sont des États où il y a vraiment un appétit pour plus de fermeture sur le plan commercial, une démondialisation économique et cette idée qu'il faut ramener de bons emplois chez nous avant tout. J'ai menti, j'ai un autre point. Hein? Alors, oui. Yes. Alors, un dernier, je le promets. Là, on parle beaucoup de la présidence. Il y a d'autres élections, il y a des gouverneurs, il y a le tiers du Sénat, il y a l'entièreté de la Chambre des représentants, qui c'est comme si toute l'Assemblée nationale est en élection. Il y a les relations aussi de province à État, de maire à maire. C'est pas juste ça, Washington. C'est pas ça qui est le plus important, parce que je sais qu'il y a des dirigeants d'entreprises qui vont peut-être écouter le balado en se posant des questions, en essayant de se positionner avec ce qui s'en vient, avec l'élection, qu'est-ce qui se passe pour nous. Est-ce que tu as un conseil à ces gens-là? Est-ce que c'est justement de faire affaire avec soit les bureaux du Québec à l'étranger? Ouais. Ce serait quoi ton conseil pour les gens peut-être du milieu des affaires qui nous écoutent en ce moment? Non, c'est ça. On a beaucoup parlé de la présidentielle, mais tu as tout à fait raison. Il y a d'autres portes. Il y a d'autres portes auxquelles frapper dans ce pays-là. Il y en a une tonne et une tonne et une tonne parce que le système américain, c'est une fourmilière politique. Il y a le président des États-Unis, mais quand ça ne fait pas notre affaire, on peut se tourner vers des représentants de la Chambre, des sénateurs, des sénatrices, des gouverneurs d'État. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Et quand Trump proposera des tarifs dans tel ou tel secteur d'activité, habituellement, la stratégie du Canada et du Québec, la diplomatie d'influence, elle consiste à essayer de se lier à des alliés en sol américain qui ne sont pas contents, en fait, des politiques de Trump, des tarifs de Trump dans tel ou tel secteur. Parce que, des tarifs sur l'acier... je donne juste l'exemple des tarifs sur l'aluminium pendant la première présidence Trump. Les brasseries, comme la brasserie Coors, les brasseurs de bière, n'étaient pas contents de ces tarifs-là parce que ce que ça voulait dire... Ça revient toujours à l'alcool, tes exemples. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'est vendredi aujourd'hui, mais la canette de bière est en alu, OK? Elle est en aluminium. Et s'il y a une taxe à la frontière sur l'aluminium qu'on importe, la canette, elle coûte plus cher. La bière est plus chère. Exactement. Donc, le brasseur en vend peut-être moins et le consommateur en boit moins. Peut-être que c'est bon pour la santé des gens, remarque. Mais dans ce cas-là... C'est bonne alcool, ça. Mais dans un cas comme celui-là, la game, en fait, du Canada et du Québec, c'est de se lier d'amitié avec justement, peut-être des brasseurs comme Coors et tout ça, mais des alliés en sol américain qui sont fâchés, en fait, des politiques de Trump, qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour les Américains également. Parfait. Alors, sur cette note, je vais redire ton titre version plus courte parce que j'ai promis que c'était seulement en ouverture. Mais Frédéric Gagnon, tu es un de mes collègues à la chaire Raoul-Dandurand. En fait, tu es le titulaire de la chaire. Tu es aussi professeur à l'UQAM et co-directeur de l'ouvrage L'Amérique d'abord, le Canada ensuite. Donc, un ouvrage où tu es co-directeur avec Christophe Cloutier-Roy et d'autres chercheurs qui ont écrit des textes là-dedans de la chaire Raoul-Dandurand. Donc, je te remercie d'avoir pris du temps pour parler des relations canado-américaines entre le Québec et les États-Unis. Et j'espère que ça répond à la fameuse question « Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas du Canada? » Eh bien, on en a parlé pendant plusieurs minutes. Merci. Merci à toi. On se retrouve dans une semaine pour un autre épisode du Balado.